Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis avec mon ami Julien Dupuis. Comment ça va, Julien ? Bon, ça va, et toi, ça va ? Écoute, ça va, parce qu'on va parler de Bad Boys for Life. Donc en fait, non, en vrai, ça va pas. Merde, attends, recommence. Non, on va parler de Bad Boys... Enfin, ça va, oui, ça va. Mais on va parler de Bad Boys for Life. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'était très bien passé avec Columbia après notre podcast historique sur Charlie et ses drôles de Charlie's Angels. Là, Charlie's Angels en français. La nouvelle version. Donc on se dit, on va se rabibocher un petit peu avec ce grand studio américain. Voilà. En parlant de cette grosse merde de Bad Boys for Life. Une grosse merde, ça commence bien, voilà. Alors bon, vrai, en fait, c'est un peu, c'est pas vrai en plus, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Maintenant, on met quand même un peu les pieds dans le plat parce qu'il faut reconnaître une chose, c'est que Bad Boys for Life, c'est un film qui a été très très bien reçu quand il est sorti, donc en début d'année, de manière même assez étonnante puisque. C'est vrai, je m'attendais pas à ça, moi non plus. D'une part, j'avais pas l'impression que la franchise était particulièrement appréciée et populaire auprès de la critique. Mais ensuite, le truc, c'est que, bon, évidemment, ça arrive après. Je pense que la problématique, c'est comme on va en parler, ça arrive après, pour ceux qui s'en rappellent éventuellement, hein, nous oui, mais je parle dans la critique, après Bad Boys 2, qui est quand même un monument de mauvais goût et de voilà. Donc, en fait... Et en même temps, je pense que le succès qu'a remporté le film est dû à Bad Boys 2, clairement. Je pense que Bad Boys 2, je pense que c'est un film qui tourne sur les platines ou en téléchargement et tout, à mon avis. Hein, c'est un film qui a dû gagner en notoriété au fil des ans et tout, parce que finalement, des films comme celui-ci, bon, on va pas revenir dessus, on avait déjà fait le podcast sur Michael Bay. Sur Michael Bay, mais des films comme celui-ci, il n'y en a pas beaucoup, en fait. C'est un film assez rare, en fait, Bad Boys 2. Quel que soit ton avis sur le résultat final et sur, on va dire, l'intégrité artistique de ce film merveilleux, t'en as pas beaucoup, en fait. Voilà, c'est un truc rare. C'est un truc que tu montres, quoi. Tu dis, ah putain, t'as pas vu ça, de la séquence de poursuite. Voilà. Par contre, le truc, c'est que la chose sur laquelle on peut éventuellement tomber d'accord, si tant est qu'en fait on ait une image générale de la franchise, je pense que l'image des gens, c'est Bad Boys 2. Le premier clairement. Bad Boys, c'est quand même un film un peu classique, un peu basique, et certes stylisé de manière différente à l'époque où c'est sorti, mais voilà. En fait, ça conduit, je pense, cette réflexion-là conduit à qu'est-ce que c'est en fait Bad Boys ? Parce que pour moi, c'est une des grosses problématiques en fait de ce film. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'intérêt de Bad Boys ? Qu'est-ce qui fait intérêt ? Pour moi, il est nul. C'est-à-dire que l'intérêt de Bad Boys, c'est Bad Boys 2 et c'est Michael Bay, et c'est Michael Bay qui se lâche. C'est un concept à la con en fait, Bad Boys. C'est complètement nul. C'est un buddy movie de base qui vient sur le tard, qui joue avec une espèce de dynamique, avec un acteur qui est plutôt versé dans l'action, un autre peut-être plutôt versé dans la comédie. À l'époque où le premier est sorti, c'était deux stars de la comédie. Hein. Ouais, voilà, oui, en plus. Mais enfin, en tout cas, dès le premier, maintenant, l'image de Will Smith, c'est un héros d'action. A évolué, puis même dès le premier, il était quand même positionné plutôt comme un acteur de physique, quoi. C'est-à-dire un mec avec des muscles et puis qui roule des mécaniques et puis qui est engagé dans les poursuites. De voitures et tout ça, et en fait il y a aucun intérêt. En fait c'est rien Bad Boys, quoi. C'est une fois que tu as enlevé Michael Bay, il y a rien, il reste rien, et pour moi c'est le gros problème en fait de ce film, c'est-à-dire qu'ils essayent de construire quelque chose à partir de rien en ne sachant finalement pas trop quoi faire. C'est-à-dire que c'est un film. Je parle de Bad Boys for Life. De For Life, ouais. C'est-à-dire que c'est un film qui a plein de soucis, mais je pense que le souci fondamental du film, c'est de ne pas savoir ce qu'il est finalement. C'est de ne pas avoir d'identité. Il en a peut-être trop, ou alors il n'en a pas assez, et en tout cas, elles ne sont jamais tranchées. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur l'essence à la base du projet, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une suite très tardive, à la base qui a été commandée à Joe Carnahan. Joe Carnahan, donc, c'est un peu un film qui a été dans le développemental pendant un moment. Voilà, c'est ça. Et moi, je sais que j'en avais parlé avec Joe Carnahan, même quand je l'avais rencontré en 2015. Et lui-même, en fait, finalement, il était à l'époque assez content d'avoir réussi à craquer le scénario parce que, voilà, comme tu l'as dit, en fait, les scénars de Bad Boys, enfin, ce que ça raconte, les méchants vers lesquels les méchants, on va dire qu'ils essayent de traquer, on s'en fout. Enfin, c'est des persos qui n'existent pas. Tout est à la gloire des deux personnages principaux et de ce qu'on va faire autour d'eux, quoi. Et en fait, le truc, c'est que là, quelqu'un comme Carnahan, je pense que ça lui suffit pas.
Donc il essaye de raconter quelque chose. Ce qui reste des bribes de ça, en fait, dans son parce que du coup, c'est plus lui qui réalise finalement le film. Il y a quelques séquences qui sont vraiment des séquences à lui, mais qui, à mon avis, sont travesties. C'est-à-dire, par exemple, on le sait, parce qu'il avait partagé ça, en fait, des animatiques de la poursuite en sidecar, qui cloue le film, enfin pas qui cloue pas le film, mais qui est un gros passage vers la fin, mais qui pour moi est une scène totalement naze. Enfin voilà quoi, je sais pas ce que t'en penses, et en fait du coup je pense que son film était beaucoup plus dur que ce qu'on pouvait s'attendre. En tout cas, ce que les financiers pouvaient s'attendre, les studios, pardon, les producteurs pouvaient s'attendre en fait. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que je pense que là où Bad Boys for Life souffre d'une chose, c'est que c'est un peu devenu l'Arme Fatale 3. C'est-à-dire que en gros, t'as le premier film qui était d'une certaine manière, et là en fait ils se sont dit bon, on arrive 4-5 ans après, il y a beaucoup de popularité chez les gens, et en fait faut vraiment qu'on fasse un produit qui plaît en fait. Et du coup, enlever toutes les aspérités que tu pouvais avoir dans Bad Boys 2, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Et Carnan n'aurait pas fait ça, il n'aurait pas fait Bad Boys 2, ça c'est une évidence, mais je pense qu'il aurait fait un film beaucoup plus dur et beaucoup plus direct. Et ces bribes-là, elles sont là, mais elles sont complètement travesties. Après, on va rentrer dans le vif de ce que ça raconte éventuellement pour développer. Mais... moi, je suis pas. Je pense que le film de Carnan, tel qu'il l'avait rêvé, aurait posé souci, ou en tout cas, il aurait fallu admettre que tu avais une rupture claire et nette. En gros, qui faisait pas un Bad Boys, quoi. Qui faisait son film. Qui s'emparait, en fait. Parce que c'est pas plus mal, hein, dans le cadre de Bad Boys. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est une solution comme une autre. Mais en tout cas, ça aurait été un truc radical, ça aurait été un faux Bad Boys 3. C'est ça que je veux dire. Il se trouve que ça serait passé à Miami, il se trouve qu'il y aurait eu Martin Lawrence et Will Smith, mais tel que moi je le perçois à travers Bad Boys for Life, de ce qui peut rester du film de Carnan, ça n'aurait rien eu à voir finalement. Et je pense qu'il aurait fallu, pour le public, mais même pour quelqu'un comme moi qui apprécie, si ce n'est Bad Boys 1, en tout cas le 2, il aurait fallu digérer ça. C'est-à-dire qu'il aurait fallu se dire, bon bah voilà, je vais pas voir Bad Boys 3, en fait je vais voir un film d'action un peu vénère, un polar un peu vénère de Joe Carnahan, quoi. Ça aurait été tout à fait autre chose. Là, le problème, en fait, pour moi, c'est pas tant en fait qu'ils aient essayé d'ouvrir en fait le film ou quoi que ce soit. C'est que c'est un film qui est dans une indécision totale en permanence. Et je pense qu'il est dans une indécision totale parce que effectivement, parce qu'il a été à un temps, parce qu'il vient d'un auteur qui est complètement affirmé, qui est Michael Bay, quoi qu'on en pense encore une fois, qu'il a été travaillé, ce film-là en particulier a été travaillé par un autre auteur très affirmé, qui est Joe Carnahan. Donc déjà, là, il y a une problématique où tu te dis, bon, bah, il y a deux univers qu'il faut essayer de rendre cohérents quand tu t'empares, en fait, quand tu y a la troisième couche qui arrive là-dessus. Et il y a une dernière couche qui, alors pour moi, finit de tuer complètement le film, à mes yeux, qui sont les notes de studio et surtout ce que Sony essaye de faire en fait du film. Moi, tel que je vois ce film-là aujourd'hui, c'est pas tant un film qui est issu d'un développement de L qu'un film qui est issu d'un studio qui, et c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué quand on parlait de Charlie's Angels, qui est en quête absolue de franchise. Ils veulent une franchise, c'est sûr et certain. Donc, en fait, dans Bad Boys for Life, tu sens qu'il y a une espèce de volonté du studio de faire une espèce de... un peu un truc à la Fast and Furious, c'est-à-dire que y a par exemple cette volonté qui est très étrange et pas du tout assumée aussi de entourer Will Smith et Martin Lawrence de toute une espèce d'équipe de super flics qui seraient tous dépeints avec un caractère un peu tranché comme ça et éventuellement porteurs d'un univers qui leur est spécifique, quoi. Donc après c'est pas ce que tu retiens du film, hein, moi, non, pas du tout, mais ils sont là et ils parasitent aussi le film. Ouais. Et du coup, en fait, c'est un film qui te déstabilise tout le temps, mais de la mauvaise façon. C'est-à-dire que c'est un film qui est trop sérieux et pas assez fun, qui fait tuer des personnages importants de la franchise et finalement pour rien, parce que ça, il crée rien avec ça. Mais ça, je pense que c'est quand t'enlèves. Je pense que c'est les résidus justement de ce que Carnahan a fait. C'est-à-dire que quand t'enlèves en fait Carnahan. Moi, je sais que t'es pas forcément fan de tout ce qu'il fait, mais Carnahan, c'est un viscéral. C'est quelqu'un en fait pour qui en fait une mort dans un de ses films, elle compte. Et il l'a fait compter, c'est-à-dire que tu la ressens. Et y compris en fait quand c'est des hommes de main, des choses comme ça. Je pense à certaines scènes de Smoking Aces en fait, où d'un seul coup ça te dévoile
les tourments en fait des autres personnages et ce genre de choses. Et je pense que c'est ce qu'il a essayé de faire justement avec dans une franchise qui ne fait pas ça de base, hein, ça c'est clair, tu vois. Donc il a essayé de se réapproprier le film comme ça. Donc quand il fait tuer certains personnages comme ça, et y compris ça, on peut en parler parce qu'on va spoiler un petit peu, mais on peut pas ne pas spoiler en parlant de Bad Boys for Life. Ouais. Et justement, donc oui, on vous engage quand même à voir le film avant, si le film vous intéresse. Et par exemple, il y a très rapidement dans le film, il y a une mise à mort en fait de Will Smith où on essaye de te faire croire qu'il va y passer, quoi. C'est-à-dire, évidemment, il y passe pas, mais en fait, c'est une manière de briser le personnage et de le faire revenir à ce qu'il avait pu être dans le passé, c'est-à-dire avant encore le premier Bad Boys. Ça, je pense que c'est clairement une idée de Carnahan. Vu effectivement le film que les studios et Bruckheimer ont essayé de faire à la fin, parce que c'est encore Bruckheimer qui produit pour le coup, quel intérêt, quoi. Quel intérêt en fait d'essayer de te raconter ce truc à part éventuellement de te faire une espèce de scène un petit peu choc, en fait tu dis merde, tu vois, mais qui va croire en fait pendant 2 secondes, si ça fonctionne pas émotionnellement, on va dire, si tu veux, que Will Smith va y passer, quoi. C'est-à-dire il y a plus de film si Will Smith y passe. Donc ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que tu as un autre perso, tu penses, j'imagine, tu pensais au personnage du capitaine qui est interprété par Joe Pantoliano. Exactement. Voilà, qui est un personnage totalement... C'est un bouffon hein, dans les 2 premiers. Hein. Moi, je l'aime bien, il est rigolo, mais c'est un bouffon. C'est un personnage surtout qui n'existe pas. Il est juste là pour gueuler, essayer d'être calme, et puis il n'y arrive pas. En fait, c'est ça, hein, c'est les caractérisations du perso. Ça s'arrête là. Mais le truc, c'est qu'en fait... Oui, alors dans Bad Boys 2 surtout. Même dans le 1. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, je pense que cette mort, c'était une façon d'essayer en fait d'impliquer la vengeance des personnages ou ce genre de choses en fait. Mais il y a plein de biais comme ça. Du coup, c'est assez désagréable en fait en tant que spectateur. C'est-à-dire que c'est compliqué, moi je trouve, quand tu es spectateur, de pas savoir sur quel film tu es, quoi. Et comment dire, ce drame, cette tragédie introduite au forceps en fait à l'intérieur du film, à intervalles réguliers, de façon finalement totalement gratuite, parce que ça n'a pas réellement en fait d'impact. Il y a très peu de choses finalement dans ces tragédies qui ont un impact réel en fait sur le film. Il y en a un tout petit peu, mais très peu. Pour moi, c'est pas agréable en fait avoir un film comme ça, parce que tu te dis ah bon, mais je crois que j'étais juste là pour être détendu en fait, j'étais pas là pour être ému ou quoi que ce soit. Puis d'un coup on me dit ah mais non, mais t'es là pour être ému, mais en même temps t'es pas ému. Alors du coup t'as une distance par rapport à ces personnages qui s'induit et qui fait que tu t'impliques encore moins dans le truc, et puis voilà, au final tu te retrouves avec un film qui est vraiment ennuyeux et très mou. Et je pense que la mollesse du film elle est induite par la conception du film aussi. Je pense que les réalisateurs et peut-être le montage ont un rôle à jouer là-dedans. Je pense qu'ils ont un très gros rôle à jouer là-dedans. Mais je pense qu'elle est aussi induite par justement cette problématique de ton du film. C'est-à-dire le fait que en fait, tu sais jamais sur quel registre de plaisir tu dois aborder le film. Moi, je pense que le truc, c'est que je pense que le truc qui est peut-être assez spécifique, j'essaye de m'extraire un peu pour comprendre pourquoi le film a pu plaire, on va dire, à ce point-là. Et pour moi, il y a peut-être 2 raisons fondamentales. Il y a plus de plot dans ce Bad Boys finalement que dans les 2 premiers. Faut être honnête. Réunis, ouais. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ça, si tu veux, et qui prennent pas Bad Boys en tout cas Bad Boys 2 pour une grande œuvre conceptuelle comme nous on peut le prendre. Et prendre notre pied là-dedans. Ah oui, c'est clair. Voilà. Il y a une volonté de créer des personnages, de créer un antagoniste qui est du corps, qui fasse sens en plus par rapport à l'évolution d'un des 2 personnages principaux et tout. Je pense que clair. Ça, c'est un des trucs qui peut plaire. Et le deuxième truc, c'est qu'il y a une espèce de tendance, moi je trouve, dans le film, c'est-à-dire qu'en fait, très actuel, hein, déjà dans la façon dont c'est filmé, dans la façon dont c'est. Pour moi, ça ressemble à un clip de Booba. Hein. C'est mon ami Cédric Fontana qui m'avait sorti cette référence. J'ai dit putain, mais c'est vrai, il a raison, ça ressemble à un clip de Booba. Le problème, c'est que moi, je ne connais pas les clips de Booba. Heureux homme. Mais voilà, le truc, c'est que en fait, ça ressemble à un clip de Booba, ce qui finalement en fait est problématique, parce que quoi qu'on pense encore une fois de Michael Bay et de Bad Boys 2, c'est vraiment très poussé en fait en matière esthétique. Tu vois, là, en fait, c'est vraiment dans l'air du temps, c'est vraiment très basique. Et c'est aussi dans l'air du temps, dans la façon en fait dont on va gérer finalement justement les points tu vois de scénario, c'est-à-dire la façon dont on va moi je trouve Disneyifier entre guillemets
si tu veux, la dureté du film, quoi. C'est-à-dire la rendre vraiment, mettre une blague, faire un truc, tu vois, pour désamorcer. Je pense que c'est les notes de studio. Oui, c'est les notes de studio, mais si tu veux, par exemple, bon, pour raconter un petit peu vite fait ce que Bad Boys for Life raconte, c'est donc, t'as Martin Lawrence qui va être grand-père, voilà, ça c'est une chose. T'as Will Smith qui se pose des questions sur le fait qu'il a 50 balais et qu'il peut pas courir la nana pendant tout le reste de sa vie, quoi. Et en gros, si tu veux, il y a quelqu'un qui cherche à le tuer, qui y arrive presque, et qui en fait s'avère être son fils. Et tout ça, c'est commandé par la mère du fils en question, qui, est plus ou moins je sais pas, une chef de cartel, un truc comme ça, quoi. Super cast, une super tête d'ailleurs. Ouais, non, mais bon, après, tu vois, voilà. Mais le truc, c'est que voilà le personnage, quoi. Et quand je parle de Disneyification, c'est-à-dire que tu as un personnage, en fait, le fils, comme c'est dévoilé, là j'ai spoilé, donc assez tardivement, en gros, c'est le méchant du film. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il commet des crimes assez, assez graves, en fait, si tu veux. Sauf que, comme c'est le fils de Will Smith, il faut quand même lui trouver une espèce de forme de rédemption. Donc, en fait, il y a une espèce de truc comme ça où ils peuvent pas assumer totalement la tragédie du film. Voilà, quoi. Ça, c'est une note de studio typique. C'est-à-dire que ils te campent, ils font un certain effort, on va dire, pour te créer un méchant... vraiment méchant, quoi, vraiment menaçant et tout. Et puis, in extremis, effectivement, il a une rédemption qui est un peu foireuse. Mais c'est le genre de note de studio très actuelle. Oui, complètement. Il y a même une séquence post-générique avec lui. Tu dis, il y a donc cette espèce de team là qui sont réunis. On va essayer d'en faire un gentil dans le prochain. Ça truc, il va revenir. Et puis, on pourrait faire peut-être un spin-off sur lui. Voilà, tu le sens, tout ça. Il y a toutes ces arrière-pensées qui sont hyper évidentes, quoi. Et qui rendent, encore une fois, le film un peu déplaisant, quoi. Alors toi, tu as vu le premier film Alors, c'est pas leur premier film, en fait, mais je pense que c'est intéressant d'en parler. C'est-à-dire que moi, on a dit beaucoup de mal du film et tout, je pense à juste titre. Moi, je trouve quand même qu'il y a 2-3 petites qualités. Je pense que les 3 petites qualités qui viennent des 2 réalisateurs, qui sont des réalisateurs belges, en fait, qui ont d'ailleurs embarqué aussi sur le film leur directeur de la photo. Alors moi, la photo dans Bad Boys for Life, c'est un vrai problème, en fait. Il y a un truc hyper saturé, toujours très coloré et tout. Alors moi, encore une fois, je connais pas les clips de Booba, mais pour le coup, je trouve que ça tranche. Elle est stylisée, quoi, mais elle est imbuvable, elle est écœurante. Elle est écœurante, et puis surtout, c'est pour le coup, en fait, ça faisait... Alors, je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça, mais ça faisait très longtemps que, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand on tourne en numérique, on essaye de te le cacher, on essaye de faire image cinéma, tu vois, etc. Et là, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un truc aussi mal caché, en fait, quelque part, parce que tu sens, en fait, tout ce que moi, je pourrais appeler tous les travers du numérique, en fait, pour moi, dans les facilités que ça induit. Oui, c'est pas forcément ce qui me... Encore une fois, vraiment, moi j'ai eu un problème de saturation, d'étalonnage à mort et tout, quoi. Mais par contre, donc, le truc, en fait, avec ce film, et c'est peut-être le point qui m'intéressait le plus, et c'est peut-être le seul truc que je dois sauver, parce que je pense que ces 2 mecs-là sont à sauver, c'est que donc c'est réalisé par 2 réalisateurs belges qui sont assez connus là-bas, notamment parce qu'il y en a un qui avait participé à un jeu de télé. Hein. Ouais, ils sont très jeunes, ils ont une trentaine d'années, tous les 2. Black n'était pas leur premier film, mais je pense que c'est vraiment le film qui les a révélés, même sur la scène internationale, parce que c'est grâce à Black, en fait, qu'ils ont été débauchés par Jerry Bruckheimer. C'est pas sur les trucs qu'ils ont développés derrière, y compris international et tout. Et Black est un film qui n'est sorti qu'en e-cinéma en France, parce qu'il a une sortie, on va dire, tumultueuse en Belgique, et le distributeur avait très peur, en fait, que la sortie, en fait, de ce film-là génère des mouvements, en fait, en tout cas des séances au cinéma qui soient un peu houleuse, quoi, on va dire ça comme ça. C'est un film qui se passe à Bruxelles, dans un quartier un peu très populaire, que je ne connais pas pour le coup, et c'est une histoire en gros, très grossièrement, c'est une transposition de Roméo et Juliette au milieu d'une guerre des gangs à Bruxelles. Et c'était un film un peu... un peu grossier sur certaines choses, un peu maladroit et tout, mais en tout cas, il y avait une énergie qui était super, c'était un vrai film de rue, et tu sentais que les mecs, ils aimaient ça, en fait, ils aimaient faire de l'image, ils avaient envie de cinéma, quoi, vraiment. C'était pas un film qui se contentait d'être
disons une espèce de docu-fiction dans un quartier. Ils auraient pu se contenter de ça, mais non. Justement, il y avait une vraie volonté en fait de faire du cinéma dans Black, et j'ai toujours trouvé très dommage d'ailleurs que le film ne sorte pas en salle. Il l'aurait mérité, quoi, très clairement. Pour le coup, je trouve que ça se retranscrit. Alors, j'ai pas vu Black, moi, mais je trouve que ça se retranscrit absolument pas dans Bad Boys for Life. Que, pour moi, c'est tout sauf du cinéma. Enfin, en tout cas, la façon dont ils filment le truc, c'est vraiment au kilomètre. C'est du travail de shooter pur. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que moi, je vois, encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui leur ont échappé. Je pense que ça, sur un film comme ça, ils étaient pas, ils ont pas eu la main sur le montage final, à mon avis. Je pense que quand ils voulaient faire certains cadres, à mon avis, il devait y avoir un mec du studio qui derrière sur le plateau leur disait non, mais tu peux pas faire ça et tout. Mais il y a quand même des volontés de faire des petits trucs. Par exemple, il y a un truc moi qui m'agace dans le cinéma d'action contemporain, c'est le recours au plan séquence systématique pour cacher l'incapacité des réalisateurs à savoir découper une scène. Et eux, ils ont du plan séquence en fait, mais du plan séquence plus travaillé que ça. Par exemple, alors eux, on va peut-être les citer quand même. Oui, pardon. C'est Adil Harbi et Bilal Fallah. Voilà. Ouais. Et on en parle, on dit eux. Mais oui, c'est vrai. Je suis désolé, mais par exemple, tu vois, il y a une scène de. Par exemple, il y a une scène de gunfight en fait dans un garage là. Alors il y a une idée, par exemple, graphique que je trouve pas inintéressante, qui est pas assez poussée, et en plus on vient de dire que moi je trouvais la photo écœurante et trop saturée, mais il y a des pots de peinture en fait dedans, et quand ils tirent dedans, ça fait des gros nuages de couleurs en fait dans lesquels et je me suis dit quand j'ai commencé à voir ça, le problème c'est que c'est pas poussé du tout, mais je me dis putain il y a un truc à faire, c'est rigolo, je crois pas l'avoir vu avant et c'est sympa, et cette scène là se termine avec justement, c'est pas un plan séquence, mais c'est un plan un peu plus long que ce que tu vois d'habitude, et que je trouve intéressant, avec un système de panneaux. Donc, je pense qu'il y a un raccord numérique dedans, avec une explosion qui projette un mec sur des pales en fait de trucs, et ça empale le mec en fait sur ces trucs de palettes en fait. C'est pas des pales, c'est des trucs de palettes et tout. Et ça, ils le font quand même à quelques reprises. Et ben moi j'étais content de voir ça. C'est là où je me suis dit il y a quand même quelqu'un là sur le plateau qui a eu envie de tester des trucs, qui a eu envie de faire ça. Et ça ils le font mine de rien. T'as une bonne grosse dizaine de reprises en fait où les mecs essayent vraiment de. Ils ont réfléchi à ça et puis ils ont envie de faire du cinéma quand même, tu vois, ces gars-là. Donc moi j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire vraiment. Le problème c'est que je jette pas avec Bad Boys. Alors ça je sais pas, mais le truc c'est que je pense qu'ils sont partis pour faire des gros films comme ça maintenant. Et en plus d'après ce que j'ai compris, ils sont eux pour le coup relativement contents du résultat ils sont sur le flic de Beverly Hills maintenant. Voilà, et sur le succès, donc voilà, oui, le flic de Beverly Hills 4 pour Netflix. Mais voilà, là, ils vont devoir gérer Eddie Murphy, enfin t'imagines le bordel. Oui, mais bon, je pense que gérer Will Smith et Martin Lawrence, faut quand même un peu. Tu disais, d'un côté, il y a Will Smith qui est le héros d'action et Martin Lawrence qui est le comique, mais là, Martin Lawrence, il a même pas essayé. C'est-à-dire que tu regardes le film, c'est Martin Lawrence qui a bouffé Martin Lawrence. On lui a dit, dis donc, il faut se mettre au sport là parce qu'on va tourner Bad Boys 3. Il a fait non, c'est bon, j'en ai rien à foutre quoi. Surtout, il dégage un truc un peu dépressif. Ça fait partie des trucs désagréables, je trouve, du film. Mais je pense que c'est triste, mais il est triste, mais déjà, il faut préciser un truc. Martin Lawrence, ça fait des années qu'il a pas tourné. C'est un film qu'il attendait quelque part, j'ai l'impression, pour remettre sa carrière sur les rails depuis très longtemps. Encore une fois, comme on l'a dit, c'est un développement de hell. En fait, on peut retracer l'annonce de Bad Boys 3, je crois au début des années 2010, vraiment. Donc à 2012, 2013 par là, quoi. Donc et là, le film il sort en 2020. Donc oui, il y a, je pense que il l'a attendu avec un paquet de chips à la main, et plus qu'un même, je pense, parce que voilà, c'est un héros d'action qui est pas du tout voilà, alors même si le film joue avec ça parce qu'il part à la retraite ou je sais pas quoi, c'est à un moment donné c'est assez étonnant de se dire qu'il a pas du tout essayé, quoi. Et l'autre truc, moi je pense que le problème c'est que c'est un film qui est une hydre à 15 têtes en fait, ce film, quoi. C'est-à-dire que moi les points où je reconnais, on va dire entre guillemets, mais pour moi c'est pas, ça fonctionne pas dans le film, mais les points où je reconnais Carnahan, c'est, je me rappelle par exemple, il y a une séquence où quand on apprend justement que ce gosse a de manière assez d'ailleurs mal foutue, en fait, on apprend que c'est le fils de Will Smith, le fils caché. Il y a toute une scène où en fait Will Smith parle de son passé et qu'il a été avant le premier Bad Boys. Et ça, pour moi, c'est d'évidence en fait que c'est une idée de Carnahan, parce qu'il avait plus ou moins fait la même chose dans l'agence Touriste, en fait. C'est-à-dire que en fait, puis il essaye de redonner du corps, je pense, au personnage à rebours. En fait, voilà, c'est ça. Et il l'avait fait dans l'agence Touriste. Mais s'il marche pas, moi, je trouve que ça marche pas. Je pense que le problème, c'est pas que ça. Je suis même pas sûr que ça aurait marché chez Carnahan, moi.
Bah, ça marche pas dans l'agence touriste, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique de l'agence touriste, c'est qu'il essaye de donner en fait des personnages qui existent, on va dire, depuis 20-30 ans, et en fait, il essaye de leur donner comment dire. Faut quand même dire aux gens que s'ils entendent des parasites, c'est à cause du chat de Stéphane. Bah oui, non, mais parce qu'on est aussi sur Internet, c'est aussi le royaume des chats, Internet. Ouais. Et donc, il faut dire qu'il y a Kofi, la petite chatte adorable de Stéphane, qui vient bien nous casser les bonbons. Qui vient frotter sa queue là, sur sa fourrure sur... Pardonnez-nous si vous entendez des petits bruits, voilà, c'est son caméo. Quoi. Elle m'a vu regarder Bad Boys for Life, elle a déjà pas aimé, donc elle en a marre, j'en parle. Quoi, on va finir. Alors, non, mais en fait, ce point, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que oui, il essaye, mais en fait, c'est tout le problème, en fait, je pense aussi de ces grosses adaptations ou de ces grosses franchises. C'est-à-dire que, dans une moindre mesure, Shane Black, pour moi, c'est ce qu'il a essayé de faire avec Iron Man 3. C'est-à-dire qu'en fait, tu as 2 premiers films qui présentent un personnage de façon assez, je trouve, sommaire. Et en fait, lui, il s'est dit, mais moi, je peux pas faire un film, en fait, je peux pas faire un arc de personnage si j'ai pas, si en fait, dans les 2 premiers, il y a pas d'arc, tu vois. Et donc, je vais essayer d'en créer un. Mais en fait, c'est artificiel parce que du coup, en fait, il a exactement la même problématique, c'est qu'il crée une séquence pré-générique qui se déroule avant les événements du premier Iron Man. Donc là, c'est un peu la même logique. Il lui crée un passif qui n'existe pas du tout. C'est du rétro-engineering. Voilà, c'est ça. Non, mais il lui crée un passif qui n'existe pas. Et en fait, qui justifie. C'est super dur parce que tu as l'impression, en tant que spectateur, qu'on te rabat les cartes, en fait. Mais surtout. On te remet, on te dit, ah, mais tu croyais que les règles du jeu c'était ça? Non, mais en fait, c'est ça. Et quand éventuellement, on te retire ce que éventuellement certains spectateurs ont pu apprécier dans le film. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est qu'il y a par exemple ce moment donné où tu as Martin Lawrence qui lui répond, mais assez sérieusement, c'est quasiment pas une blague dans le film. Ah, c'est pour ça que tu t'habilles comme un dealer de drogue, en fait. Ouais. Et là, tu te dis, mais. Non, c'était le look que Michael Bay voulait lui filer dans les années 90 et basta. Enfin, tu vois, je veux dire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas, ça participe du succès de Bad Boys. C'est-à-dire ce style visuel. Donc c'est étonnant. Bon, je comprends qu'il essaye de se réapproprier le truc, mais je pense que c'est pas la bonne façon de faire. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment imputable à Carnahan, ce genre d'idée. Parce que, encore une fois, je l'ai vu faire on l'a vu faire dans l'agence Tourisque. Et voilà. Après, bon, bah ouais, pour boucler, moi je pense que bon, est-ce qu'on peut bouclons. Putain, c'est dur de boucler là-dessus. La vérité, je crois, pour boucler, moi j'ai envie de dire ça. La vérité, c'est que ce podcast-là, on devait l'enregistrer il y a un moment. C'est vrai. Ça devait être même le premier. Ça devait être le premier qu'on devait faire. Donc moi, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait 2 mois et demi que j'ai vu le film. Et quand il a fallu le réenregistrer là, je me suis dit putain, mais je l'ai complètement oublié en fait ce film. Ouais. Et j'ai envie de boucler là-dessus, c'est-à-dire que il y a eu un côté un peu désagréable quand je l'ai vu, mais même pas suffisamment désagréable, suffisamment déstabilisant pour que finalement ce film me laisse une marque, quoi. Encore une fois, c'est un film qui est passé, mais alors comme ça, pout. Et je me demande même si les gens qui ont apprécié le film lors de sa sortie en salle... il s'est passé beaucoup de choses depuis. Non, mais c'est clair, mais je ne sais pas s'ils se souviennent même du truc, quoi. Enfin, qu'est-ce qui construit finalement ce film, en fait? Je pense que c'est ça le problème. Je pense qu'il construit en tout cas, rien, le truc, c'est que ce que je n'explique pas, c'est que je n'arrive même pas à prendre du plaisir à un film comme ça. C'est-à-dire que c'est un film d'action qui est très mou. Qui ne propose pas de scène d'action particulièrement intéressante, qui part effectivement, il y a un problème de ton qui aurait probablement eu aussi avec Carnahan, je pense, même dans une moindre mesure, mais en tout cas voilà. Et puis surtout qui effectivement, comme tu dis, sans les notes de studio à plein nez en fait. Alors je me souviens très très bien, parfaitement, j'ai un souvenir cristallin de cette magnifique scène où ils parlent tous les deux de trucs dans le cul alors qu'ils sont filmés par une caméra vidéo dans le 2 et que cette discussion intime est retransmise sur la totalité des écrans et qu'il y a une grosse maman noire qui est très choquée par ce qu'ils sont en train de dire et tout. Voilà. Je pensais que tu n'allais même pas parler des rats qui baisent. Ou des rats qui baisent, mais non, mais même au-delà de ça, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai un souvenir. Mais je sais pas, en fait, c'est marrant parce que je me demande si en fait, en faisant ce film-là, alors Carnahan, clairement, je pense que non. Mais les studios se sont posé la question de que ça faisait partie finalement de l'ADN de Bad Boys en fait, c'est-à-dire l'humour graveleux, noir, déplacé, clairement de Michael Bay, que je pense qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire. Ça, voilà. Et d'ailleurs, pareil, non événementiel total, le caméo de Michael Bay. Moi, j'aurais fait jouer un dealer de drogue ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, mais là, tu vois, il joue un maître de cérémonie qui marie la fille de Martin Lawrence. C'est avec, et pareil, alors, là, il faut qu'on en parle, ça, par contre. De quoi l'apparition de Reggie.
Ah oui. Reggie, attends, ça voilà. C'est naze. Ça c'est naze. Enfin, c'est là. En fait, c'est là où je me suis dit le film il est mal engagé. Il y a pour faire vite, il y a moi cette scène qui me fait beaucoup rire dans Bad Boys 2. C'est en fait, génial. La scène en fait avec Reggie qui est un gosse de 15 ans qui a l'air d'en avoir 30 donc qui vient chercher la fille. Soit 10 ans quoi, voilà, mais sauf que non. Voilà et qui Ah j'ai envie de le revoir. Ça y est. C'est terrible. La Bad Boys 2. Qui en fait qui vient chercher la fille pour son premier rendez-vous. C'est leur premier rendez-vous à eux deux. Et donc, c'est une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Hein. Je pense on peut le dire. On peut le dire comme ça, je pense. Avec Clara qui baise. En plus, quand tu penses qu'elle a été improvisée, quoi. Ça se sent pas en plus. Et donc cette scène, en fait, voilà, ça présente ce personnage, c'est complètement anecdotique, on le reverra jamais. Et là aujourd'hui, c'est le personnage qui va se marier avec. Non mais tu sens le studio qui essaye de capitaliser sur tout. En fait. Sauf qu'en fait, c'est terrible, en capitalisant sur ça. Ils détruisent le perso. En fait, voilà, ils refont rien avec ce personnage-là. C'est-à-dire, en fait, il est accepté, contrairement à la scène. Alors qu'en fait, ce qui aurait été drôle, c'est qu'il continue à le charrier 20 ans après, quoi, tu vois, et là, tu auras retrouvé les personnages. Enfin, moi, je pense, tu vois. C'est marrant, hein, comment ce film. C'est marrant parce que Bad Boys for Life, je pense que pour beaucoup de gens, il a été plus apprécié parce qu'ils y ont vu plus de noblesse que chez Michael Bay. Alors que paradoxalement, en fait, ce qui faisait le... Il y en a moins. Bah oui, paradoxalement, il y en a moins. C'est-à-dire que ce qui tue aussi le film, c'est son côté hyper mercantile. Policé, quelque part, beaucoup plus que chez Michael Bay, qui était un film de... Quelque part, par défaut, une espèce de film d'anard, quoi. C'est-à-dire un mec qui en a rien à foutre de rien, quoi. Et qui détruit tout, quoi. En tout cas, ce qui est clairement... Bad Boys 2, grand film anarchiste. Ouais, un film qui ressemblait à rien quand il est sorti, qui ressemble toujours à rien maintenant. Donc voilà, par rapport à ce qui existe dans ce genre-là, dans le cinéma d'action, quoi. Film unique. Voilà, unique. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur Bad Boys 2, en fait. Voilà. Donc en fait, on est tombé d'accord sur un film Columbia, Julien. Ah putain. De nouveau. Parce qu'en fait, j'aimerais te rappeler que j'aime pas Charlie's Angels. Hein. Je sais pas si t'as. Mais pourquoi tu reviens là-dessus c'est toi qui en as parlé. Merci Julien. Bah non, mais merci à toi, merci Alain Mercier. Merci Kofi, merci la petite chatte. Merci Kofi à la technique. Kofi à la technique. Voilà. En élément du chaos. Voilà. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bad Boys for Life, ça sort là en vidéo, donc si vous voulez le rattraper ou si vous l'avez pas vu en salle, si on vous a quand même donné envie de le voir malgré tout, quoi. Et c'est pas sûr. Non, c'est pas sûr, non. Et moi je vous engage. Tous vu déjà. Contrairement à Charlie's Angels, ils l'ont tous. De toute façon, si vous voulez voir des trucs à la Bad Boys, il faut nous suivre sur Instagram. Parce que c'est les mêmes filtres, on utilise les mêmes filtres, on utilise les mêmes trucs et tout. Donc voilà. Stéphane est aussi habillé comme un dealer comme de drogue. Comme un dealer de drogue de Miami. Donc voilà, c'était transition parfaite. Twitter, Instagram, Facebook. Comme n'importe quel dealer de drogue de Miami qui se dealer respecte. De podcast, tu vois, qui se respecte. On est sur Apple Podcast, on est sur SoundCloud, sur notre site. Et voilà. Et moi je vous dis à la prochaine Julien. Ah ouais, à la prochaine. If your money ain't right, money fight. It's a money fight. We need more one.